Bienvenue à tous dans ce bulletin consacré à l'actualité internationale sur IGFM. Au menu, la visite de Ban Ki-moon au Sud-Soudan. Le secrétaire général de l'ONU tente une médiation pour dissiper l'ardeur entre factions. En Algérie, Bouteflika remanie sans effort pour l'opposition. Au Mali, les djihadistes auraient tué des informateurs pour l'armée française. Et puis le tunnel sous la Manche fête ses 20 ans à l'axe Londres-Paris renforcé. Tout d'abord, retenez que les Sud-Africains iront aux urnes demain mercredi. L'ANC, grand favori à Johannesburg, a perdu de son lustre depuis la victoire de Nelson Mandela en 1994. Mais le parti au pouvoir en Afrique du Sud devrait remporter haut la main les élections législatives malgré la déception de millions d'électeurs. Plus de 25 millions de Sud-Africains sont appelés aux urnes pour élire 400 députés qui eux-mêmes désigneront le prochain président le 21 mai 2014. Jacob Zuma, 72 ans au pouvoir depuis les élections de 2009, devrait être reconduit. Son premier quinquennat a été marqué par plusieurs scandales, le dernier en date étant la rénovation de sa résidence privée de Kandla aux frais du contribuable. Surtout, le chef de l'État a beaucoup du sang sur les mains depuis que sa police a ouvert le feu sur des grévistes à la mine de Marikana au nord en août 2012, faisant 34 morts. La Chine débloquera au moins 12 milliards de dollars d'aide pour l'Afrique. Les voyages en Afrique des dirigeants chinois sont souvent ponctués par de grands deals sur les ressources naturelles. Influence grandissante qui a été critiquée dans les milieux économiques et politiques qui ont appelé Pékin à équilibrer ses relations commerciales avec les pays africains. Selon Reuters, la tournée du Premier ministre chinois Li Keqiang doit également le conduire au Nigeria et en Angola, deux pays producteurs de pétrole. Cependant, au-delà des accords énergétiques, cette visite de la Chine aurait, selon les officiels, pour but de contribuer au renforcement du niveau de vie en Afrique. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a procédé lundi à un remaniement partiel du gouvernement que dirige Abdelmalek Sellal. Si les titulaires des portefeuilles régaliens sont reconduits dans leurs fonctions, 14 nouveaux ministres font leur entrée dans l'équipe gouvernementale, alors qu'on lui prêtait l'intention de former un gouvernement d'union nationale. Le président Bouteflika, réélu le 17 avril dernier pour un 4e mandat, a dû se résoudre à nommer une équipe de technocrates sollicités pour rejoindre le giron du pouvoir, le FFS, Front des forces socialistes, le PT, Parti des travailleurs de Louisa Hanoun et Abdelaziz Belaïd, candidat à la présidentielle d'avril 2014, ont tout bonnement décliné l'offre présidentielle. Le directeur de la communication du candidat Bouteflika lors de la campagne électorale pour la présidentielle, Abdel Salem Boucharabeb, fait son entrée dans le gouvernement comme ministre de l'Industrie et des Mines. Au Sud-Soudan, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, est arrivé mardi 6 mai au matin pour une visite d'une journée dans le pays. Sa visite intervient quelques jours après celle, vendredi, du secrétaire d'État américain John Kerry, alors que l'ONU et Washington ont tous deux mis en garde contre un risque de génocide et de famine dans le pays. Les combats s'y poursuivent malgré un cessez-le-feu signé le 23 janvier à Addis Abeba et malgré des menaces de sanctions américaines. Selon la MINUS, Ban Ki-moon rencontrera le président sud-soudanais Salva Kiir. Côté militaire, d'intenses combats se poursuivaient mardi autour de Bentiu, capitale de l'État pétrolifère d'unité au nord-est du pays. Au Mali, les groupes djihadistes du Nord ont formé un commando qui, en 11 mois, a assassiné une dizaine de personnes accusées d'être des informateurs de l'armée française ou de la rébellion Touareg, selon l'AFP de sources sécuritaires maliennes. Le dernier assassinat en date est celui de Sidati Agbaye, sur lequel 2 hommes en moto ont tiré à Kidal, fief de la rébellion Touareg dans l'extrême nord-est du pays, a-t-on ajouté. En Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, l'ex-chef de l'armée qui a destitué en juillet 2013 le président islamiste élu Mohamed Morsi, a promis hier lundi que l'armée ne jouerait aucun rôle au pouvoir en Égypte s'il est élu à la présidentielle de la fin mai. Ce qui fait peu de doute à l'heure actuelle. Le maréchal à la retraite, véritable homme fort du pays depuis qu'il a annoncé l'arrestation de Morsi le 3 juillet,
est assuré de remporter l'élection prévue les 26 et 27 mai selon des experts. Le gouvernement intérimaire que Sissi a installé dès son coup de force du 3 juillet mène depuis une implacable et sanglante répression contre les partisans de Morsi, seul chef de l'État jamais élu démocratiquement en Égypte, et contre sa confrérie islamiste des frères musulmans qui avait remporté toutes les élections depuis la chute de Hosni Moubarak, c'était en 2011. Enfin, le tunnel sous la Manche fête ses 20 ans. La liaison ferroviaire entre la France et la Grande-Bretagne a fortement réduit le temps de trajet entre les deux pays. Une aubaine pour Londres qui est aujourd'hui reliée en près de 2 heures à Bruxelles et Paris. Au premier trimestre 2014, Eurostar annonce 3% de passagers en plus par rapport à l'an dernier. À 20 ans, le train serait donc toujours plus séduisant. Pour rappel, en 1987, le lancement des travaux du tunnel sous la Manche attire plus de 700 000 petits porteurs. Les bénéfices encore modestes cette année devraient être multipliés par 7 dans les 3 années à venir. Eurotunnel devrait même pouvoir payer des impôts en 2015 pour la première fois. C'est tout pour ce bulletin consacré à l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos partenaires de Reuters. On se retrouve demain. Wow.